l'importance de maintenir un équilibre sain au niveau de nos gains et de nos pertes d'énergie, tant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. C'est exactement ce dont on va parler tout de suite après l'intro. Augmenter ses gains d'énergie et réduire, voire quasi éliminer ses pertes d'énergie. Tu sais, là, l'énergie qui te régénère, là, celle qui t'allume une flamme à l'intérieur de toi, puis qui te fait vraiment sentir vivant, qui nourrit ton feu intérieur. C'est exactement de ça dont je vais parler aujourd'hui. C'est en fait la deuxième leçon que j'ai apprise, celle qui a pesé vraiment très, très fort dans la balance quand j'ai pris la décision de quitter mon emploi de façon définitive. Parce que j'ai réalisé que mon emploi m'apportait beaucoup plus de perte d'énergie puis à peu près plus de gain d'énergie. Puis le seul vrai gain d'énergie que je pouvais identifier à mon travail à la fin, c'était les personnes avec qui je travaillais. Puis tout ça, c'est très bien, mais pour moi, c'était pas suffisant. Je trouvais qu'il était important de parler de gains et de perte d'énergie dans le podcast parce que même si on peut avoir des sources d'énergie diverses dans notre vie à l'extérieur du travail, lorsque notre emploi nous procure pratiquement que des pertes d'énergie, ça peut devenir difficile de trouver un juste équilibre au final. Donc, ça devient important quand on occupe un emploi qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, peu importe les raisons, de porter attention aux autres fuites d'énergie potentielles qu'on peut avoir dans notre vie. Il vous est sûrement arrivé déjà d'entendre une personne qui était insatisfaite de son travail dire qu'elle trouve ses lundis lourds, qu'on est toujours rendu dimanche. Puis souvent, c'est parce qu'inconsciemment, le travail que ces personnes-là occupent ne les stimule plus. Ça ne leur permet pas non plus de s'épanouir réellement. Puis en d'autres mots, leur emploi leur fait perdre beaucoup d'énergie. L'énergie qu'elles ont souvent en fait réussi à acquérir durant la fin de semaine, durant leur journée de congé, puis qu'elles reperdent une fois qu'elles retournent au travail. Si c'est le premier épisode que vous écoutez, pour vous mettre rapidement en contexte, j'ai expliqué dans l'épisode précédent les répercussions psychologiques auxquelles une personne risque de s'exposer si elle vit davantage dans le faire et dans l'avoir plutôt que dans l'être pendant une trop longue période de temps. Dès le premier jour, j'ai mis le pied dans le cabinet de ma psychologue parce que j'ai demandé de l'aide pour m'aider à y voir plus clair. Elle avait très rapidement compris que j'étais une personne qui était extrêmement dans le faire puis que ce pattern comportemental-là, il était en partie, il était le grand responsable des dépressions répétitives que j'avais faites dans ma vie. Puis avec un gros travail d'introspection qui a duré plusieurs mois, j'ai fini par comprendre qu'à force de répéter ce pattern-là, je me retrouvais à vivre ma vie avec une réserve d'énergie qui était constamment dans le rouge. Il y avait un grand déséquilibre parce qu'il y avait énormément de perte d'énergie puis très peu de gain d'énergie. Puis ça m'aura coûté au total 3 dépressions majeures. Tu sais, on entend souvent le fameux dicton « jamais 203 ». Bien moi, c'était hors de question que je vive un jamais 304. Donc quand on parle de gain d'énergie, quelque chose qui nous nourrit vraiment à l'intérieur, on ne parle pas de prendre un café ou de faire un exercice intense. Puis c'est pas non plus la prise d'un stimulant artificiel qui va avoir un effet totalement éphémère, là, exemple une boisson énergisante ou une substance quelconque. Puis l'objectif, c'est pas non plus d'avoir un pic d'énergie à court terme. Ce qu'on veut, c'est vraiment une énergie qui est durable, qui va durer sur le long terme. Donc, quand on parle d'un gain d'énergie, on parle plutôt d'une activité ou d'une habitude de vie qui va vous procurer de l'énergie positive sur le plan psychologique parce qu'elle va contribuer, entre autres, à nourrir votre bonne humeur. Elle va vous permettre aussi de faire face plus facilement aux défis de votre vie, à avoir des relations plus positives, à être plus ouvert et à l'écoute des autres, puis à préserver votre vitalité, la vitalité que vous avez besoin chaque jour pour accomplir vos tâches. Puis un jour, ma psychologue, elle m'a prêté un livre qui a pour titre « Do Less », « Faire moins » en français. Et dans le livre, l'auteur aborde en fait la saine gestion du temps puis de l'énergie pour les femmes qui sont, carriéristes ou ambitieuses. Je vous ai mis d'ailleurs le lien dans la description de l'épisode si jamais vous êtes intéressé à vous le procurer. Donc, le livre a été écrit vraiment, je vous dirais principalement pour les femmes, mais je pense que le contenu s'applique quand même aux hommes parce qu'on reconnaît beaucoup de la jante masculine dans ce qui est écrit.
puis elle s'appuie vraiment sur des faits qui sont vérifiables, qui sont réels, ce que j'aime beaucoup. Elle explique que le monde du travail dans lequel on évolue depuis une dizaine d'années, en fait, il est révolu. Parce qu'il a été mis à l'origine sur pied par des hommes qui avaient à ce moment-là une réalité qui était tout à fait différente de celle d'aujourd'hui. Les femmes, dans le fond, à l'époque, elles restaient à la maison pour faire l'ensemble des tâches qui étaient reliées à la maison, donc le ménage, les repas, le lavage, éduquer les enfants, prendre soin des nombreux enfants qu'il y avait à l'époque. À l'époque, parfois, c'était à coup de 10-20 enfants. Puis les hommes, eux, ils travaillaient à temps plein pour mettre le beurre sur la table. Le problème, c'est que le jour où les femmes se sont retrouvées sur le marché du travail, on les a accueillies, mais on leur a demandé de répondre aux mêmes standards de production que ceux des hommes, mais tout en continuant à faire ce qu'elles faisaient quand elles étaient uniquement à la maison. Donc, continuer à faire le ménage, continuer à faire le repas, puis alouette. Donc, heureusement, avec le temps, le partage des tâches s'est installé, les rôles des parents se sont équilibrés, puis la structure du monde du travail de l'époque, elle a fini par se transformer parce qu'elle devait s'adapter aux nouvelles mentalités. Mais par contre, parce qu'on nous a éduqués pour la plupart parmi nous dans cette vieille mentalité-là, c'est-à-dire de travailler puis de faire tout le reste en même temps, mais ça fait en sorte que c'est profondément ancré dans nos gènes, surtout du côté des femmes, et c'est ce qui fait qu'on transmet cette mentalité-là aussi d'une génération à l'autre. Encore aujourd'hui, c'est un peu comme une cassette qui finit pas de jouer. Il faut encore apprendre puis réapprendre à trouver l'équilibre. Et ça, c'est vraiment peu importe le genre auquel on peut s'identifier. Donc, je trouve que le livre est encore très d'actualité parce que ce pattern-là de s'étourdir dans les tâches, dans le travail, il est encore très, très présent aujourd'hui. On fait ce qu'on nous a enseigné de faire sans trop se poser de questions, puis après, on se demande pourquoi il y a tant de médecins qui signent des congés médicaux pour épuisement. Donc, j'ai lu le livre, c'était super intéressant, rempli de sens, mais là, vous auriez dû me voir la face quand ma psy m'a demandé c'était quoi mes gains d'énergie à moi. Puis là, j'étais super fière, j'ai passé une chose, j'ai dit moi, je m'entraîne 5 fois par semaine, puis quand je lève des poids puis que je suis ma vie, je pense pas au stress que je vis au travail. Puis là, à ce moment-là, pour vous remettre dans le contexte, on est en juillet 2021. On est fraîchement sorti de la pandémie. C'est pas ça qui manque, le stress, hein? Alors là, ma psy me répond tu sais, Cathy, l'activité physique, c'est une super bonne façon d'évacuer le stress, mais dans ton cas, là, c'est plutôt considéré comme une perte d'énergie parce que l'effort physique que tu dépenses pendant que tu t'entraînes, ça surpasse et de beaucoup la quantité de bienfaits que ça te procure sur le plan psychologique. Fait que là, elle me dit, à part ça, qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui nourrit ton esprit, ta spiritualité, ton bien-être? Et là, son de criquet. Il n'y avait absolument rien qui me venait à l'esprit. Puis pourquoi? Parce que j'étais carrément morte à l'intérieur. Une vraie zombie ambulante. J'étais perdue, je me connaissais plus, j'avais aucun horizon devant moi, j'avais pas d'hobby, j'avais pas de passion, j'avais plus de moments wow dans ma vie. J'avais tellement plus le goût de rien que je savais même plus ce que j'aimais. J'avais le bonheur bien fatigué, disons. Donc là, moi, je suis super bonne dans le faire, hein, on se rappelle. Et je lui réponds, OK, comment je fais pour identifier mes gains d'énergie si je sais pas ce que j'aime puis qu'est-ce qui me fait du bien? Puis c'est là qu'elle m'a proposé de faire un exercice qui a été ultra bénéfique pour moi, puis c'est pour ça que je tenais à vous le partager. En bref, il fallait que je dresse une liste de tout ce qui m'avait déjà rendue heureuse, de tout ce qui m'avait déjà fait du bien dans le passé, mais que j'avais perdu de vue en cours de route. Et ça n'avait pas besoin d'être des grosses affaires, là. Aussitôt que je ressentais un spark à l'intérieur de moi, en pensant à quelque chose en particulier, je devais l'écrire. Puis sans blague, là, ça doit m'avoir pris, je dirais, une bonne semaine à faire l'exercice et j'exagère même pas. Mais après quelques jours, j'ai fait le cumul puis j'avais quand même réussi à en identifier 65. Ce qui n'était pas rien dans mon cas compte tenu de l'état dans lequel j'étais. Puis une fois que j'ai eu terminé de créer ma liste, on l'a passé au complet en revue ensemble. Puis le but, c'était de regrouper tous les items que j'avais mentionnés dans des sphères distinctes. Donc, par exemple, dans mon cas, toutes les activités que j'avais mentionnées tombaient dans 6 sphères différentes. J'avais la sphère relationnelle, j'avais tout ce qui touchait la nature, la découverte,
il y avait le sport, la spiritualité, puis l'autre catégorie, ça englobait tout ce qui était santé, beauté, bien-être. Donc, mon devoir, à partir de ce jour-là, ça a été d'intégrer dans mon agenda, dans chacune des semaines qui a suivi, une activité par sphère. Donc, si vous me suivez, là, je devais avoir 6 activités différentes par semaine. Puis moi, j'avais attribué une couleur par sphère pour avoir un repère visuel. Donc, je me retrouvais avec 6 couleurs différentes dans mon agenda. Et il fallait que mon arc-en-ciel soit complet à chaque semaine. L'objectif, au final, c'était de reconnecter avec moi-même, de retrouver ma joie de vivre, puis de remettre du piquant dans ma vie, mais en augmentant mes gains d'énergie. C'était vraiment ça l'objectif. Puis ça a vraiment très bien fonctionné parce que j'ai pu constater les bienfaits assez rapidement, je vous dirais. On parle de quelques jours, quelques semaines à peine. Maintenant, ce que j'avais envie de faire, c'était en fait de vous partager des changements, des activités ou des habitudes que j'ai moi-même intégrées dans ma vie, puis qui pourraient peut-être vous aider à augmenter vos gains d'énergie puis diminuer vos pertes d'énergie. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde, que c'est exactement ce que vous devez mettre en place dans votre vie, mais dans mon cas, je peux vous confirmer que ça fait une réelle différence. Donc, la première catégorie, ça touchait l'alimentation. L'alimentation, on nous le répète tellement souvent, je ne vous apprendrai rien, que c'est l'allié par excellence pour assurer un niveau d'énergie qui est sain. Puis moi, une astuce que j'avais mis en application, ça avait été de porter vraiment une attention particulière à comment je me sentais après un repas. Là, ça a l'air bien simple à dire, là, mais quand on n'est pas discipliné à le faire, c'est pas du tout un automatisme. Il faut vraiment porter attention et être à l'écoute de soi. Et là, j'y suis vraiment allée uniquement avec mon ressenti. J'ai pas consulté une nutritionniste pour ça. J'ai commencé à manger de façon plus consciente. Puis après chaque repas, je m'observais. Quand je voyais que j'avais un crash dans mon énergie, bien, je pouvais faire facilement l'association avec ce que je venais de manger, puis le réduire ou l'éliminer selon ma préférence quand je voyais que l'impact était plus ou moins important. Et dans mon cas, sans grande surprise, bien, c'était tout ce qui était grosse friture, les repas trop lourds, qu'est-ce qui était trop sucré, trop gras, les aliments trop transformés. Ça me faisait vraiment sentir comme une merde. Donc, je les ai diminués significativement ou je les ai éliminés carrément de mon alimentation pendant un certain temps. C'est d'ailleurs la décision que j'ai prise concernant l'alcool parce que depuis janvier 2021, je n'ai pas pris une seule goutte d'alcool. Dans mon cas, la raison était que je voulais améliorer la quantité et la qualité de mon sommeil. On le sait, hein, l'alcool peut être un perturbateur important au niveau du sommeil. Donc, dans mon cas, ça l'a vraiment grandement aidé au niveau de mes gains d'énergie. Après avoir porté attention à comment je me nourrissais, comment je nourrissais mon corps, je me suis mise un petit peu plus à porter attention à comment je nourrissais mon esprit. Et c'est là que j'ai intégré la méditation dans mon quotidien. J'avais déjà, en fait, exploré la méditation dans le passé, mais jamais sur une base quotidienne. Et méditer quotidiennement, faire des respirations contrôlées, ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec mon être, avec mon corps, avec mon esprit. Puis surtout, ça me procurait vraiment un bien immense du côté de mon énergie mentale. C'était beaucoup plus stable, plus clair, plus équilibré. Je vivais beaucoup moins de montagnes russes d'émotions. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur les différentes plateformes de musique, on retrouve beaucoup de méditation dans différentes langues. Il y en a pour vraiment tous les goûts. Puis ce que j'aimais, moi, c'est que on peut mettre une minuterie dans l'application pour qu'à la fin de la méditation, l'application se ferme. Donc, ça évite de se faire réveiller, exemple, par du gros métal qu'on peut avoir écouté durant la journée. Une séance d'ailleurs que j'affectionne particulièrement, si vous avez envie de l'essayer, Yoga Nidra de Nicole Bordelot. Nicole Bordelot, qui est une Québécoise, dans la méditation, elle nous fait faire une rotation de tous les membres de notre corps. C'est vraiment le fun pour justement faire un scan de soi-même, puis d'aller observer où sont les tensions, puis les détendre le plus possible. Certaines techniques de respiration vont même aider pour réénergiser une personne à court terme. Exemple, si vous avez de la route à faire, mais que vous vous endormez,
Il y a certaines techniques de respiration qui vont venir augmenter l'apport en oxygène et vous réveiller par le fait même. Troisième point, la massothérapie. Dans mon cas, c'était 1 fois par mois. C'est encore le cas aujourd'hui parce que je suis totalement accro. Puis combiné avec un bain nordique, là, je vous dirais que, wow, c'est le summum de la détente. Puis encore une fois, les effets, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre parce que c'est selon, évidemment, si on aime être touché ou pas, là, surtout. Là. Mais d'ordre général, la massothérapie va beaucoup aider pour stimuler la circulation sanguine. Fait que quand tu as une circulation sanguine qui est stimulée, bien après, ça donne une sensation d'énergie qui est augmentée. C'est comme un effet collatéral d'une bonne circulation sanguine. Un bon massage, normalement, va te procurer une relaxation. Très souvent, ça va être associé avec une diminution de ton stress ou de l'anxiété parce que ça va aller favoriser la libération d'endorphine, qui est la fameuse hormone du bien-être qu'on apprécie tant à voir. Donc, c'est génial pour ça. Ça va aider beaucoup à décontracter, à détendre nos muscles. Et ça favorise beaucoup l'activation du système nerveux parasympathique qui, lui, dans le fond, permet au corps de se détendre. La prochaine habitude que j'ai instaurée, c'était de pratiquer la gratitude. Puis là, je sais que c'est quelque chose qui est très populaire présentement. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, puis c'est pas tout le monde qui y croit. Moi-même, j'étais la première à être sceptique avant de commencer à faire du journaling puis faire de la gratitude. Mais comme je voulais mettre toutes les chances de mon bord, ben j'avais rien à perdre de l'essayer. Donc, à chaque jour, j'écrivais les choses positives que j'avais vécues dans ma journée. Puis ça avait, encore une fois, pas besoin d'être des choses extraordinaires, juste des petites choses simples de la vie. Puis je sais pas si c'est un effet placebo, mais perso, je voyais que très souvent, mon sommeil était vraiment nettement amélioré, plus récupérateur la nuit qui suivait. Et ça m'a fait aussi renouer avec l'art d'apprécier les choses simples qui m'entouraient. Ça entraînait mon muscle de l'appréciation des aspects banals de ma vie. C'était sûrement dû au fait que lorsque j'appréciais les petits aspects positifs de ma vie, même si ma vie à ce moment-là était complètement contraire à mes aspirations, bien, ça m'aidait à trouver un peu de zénitude. Ça me mettait dans un état qui était beaucoup plus serein. Donc, pratiquer la gratitude, essayez ça si ça vous tente, vous pourriez être surpris des résultats. 5e point, la musique. À la maison, il y a quand même régulièrement de la musique qui joue. Je suis quelqu'un qui est assez sensible à certains sons. Comme exemple, si j'entends du violon, là, je parle pas d'un rigodon, là, mais du violon style à la Titanic, là, ça peut me faire pleurer assez facilement. Mais la beauté là-dedans, c'est que ça fonctionne aussi à l'inverse. Donc, quand je voulais me sentir énergisée, bien, j'écoutais de la musique qui était haute en énergie. Cuisiner, mettons, en écoutant de la musique. Essayez pour le fun de ne pas danser en coupant vos légumes pendant que vous écoutez une toune de la trame sonore des Mignons. Essayez ça juste pour le fun. Bonne chance! Toujours dans le même ordre d'idée, j'aimais aussi écouter, j'aime encore, je parle au passé, mais j'aime encore écouter de temps à autre des sons binauraux. J'écoute des sons binauraux, entre autres quand je lis, quand j'écris, quand je médite, sans guide évidemment, ou quand je crée. Puis je sais que c'est un sujet qui est plutôt controversé parce que les chercheurs apparemment n'auraient pas réussi à établir vraiment de preuves irréfutables quant à l'efficacité des sons binauraux, mais il en demeure pas moins que je trouvais que c'était hyper apaisant. Ça m'aidait vraiment à retrouver mon attention, à me détendre avant de dormir aussi, ou juste quand j'avais besoin de retrouver le calme à l'intérieur de moi. Puis si vous êtes curieux, c'est vraiment très facile d'en trouver encore une fois sur les différentes plateformes. Il y en a aussi sur YouTube. Il y a plein de playlists aussi, donc si ça vous intéresse, que vous êtes curieux, allez essayer ça, les sons binauraux. 6e point, la lecture et tout ce qui touche les mots. Je vais commencer par vous parler de l'aspect lecture, puis je vous donnerai ensuite un peu plus de détails sur ce que je veux dire par rapport à la partie touchant les mots. Quand je réfléchissais à mon avenir professionnel, j'ai ressenti vraiment le besoin d'aller chercher de l'inspiration puis des outils dans mes lectures. Donc, j'ai lu beaucoup de livres inspirants, beaucoup de livres de croissance personnelle. Puis ce que j'aimais aussi beaucoup, c'était de lire des biographies de personnes inspirantes qui avaient vécu des épreuves puis qui s'en étaient sorties. Puis inconsciemment, le fait de lire ce genre de livres-là, bien, ça m'exposait de plus en plus au positif.
Plus on est exposé à quelque chose, plus on le ressent, plus on en veut. Donc, en lien avec les mots, ce que je voulais dire, c'est que un petit truc pour me mettre dans un mood positif, j'aimais beaucoup mettre des affirmations positives à différents endroits stratégiques dans ma maison. Donc, à chaque fois que je passais devant, mettons, je pouvais écrire une phrase positive sur un post-it, là, quelque chose de bien simple. À chaque fois que je passais devant, je les lisais. C'était un peu comme si ça m'aidait à faire une reprogrammation ou un reconditionnement de mon état d'esprit pour le rendre plus positif. Puis ça, c'est vraiment très, très efficace parce que tranche de vie, avec mes enfants, j'utilisais cette méthode-là pour optimiser les chances quand il y avait des mots de vocabulaire à réviser, que quand venait le temps de faire la dictée, bien, qu'ils ne faisaient pas d'erreur. Des fois, il y avait des mots qui boquaient, comme on peut dire en bon québécois, qui faisaient tout le temps la même faute. Donc, ce que je faisais, c'est que j'écrivais le mot sur un post-it, puis je le mettais, exemple, sur la porte d'entrée. Fait qu'à chaque matin qu'il sortait, bien, le post-it était là, fait qu'il voyait le mot de vocabulaire qui était écrit, puis ça marchait vraiment. Puis là, vous allez peut-être vous moquer un petit peu de moi, mais je vais vous le partager quand même. J'utilisais aussi cette technique-là pour envoyer des ondes positives à des amis quand ils vivaient, mettons, des moments difficiles. Dans notre salle de bain à la maison, on a une armoire, évidemment, de pharmacie, puis je collais un post-it avec un message que j'avais écrit en pensant à cette personne-là dans la porte de mon armoire à moi. Puis à chaque fois que j'ouvrais la porte, je voyais l'affirmation, puis j'envoyais des pensées qui étaient aimantes envers cette personne-là. Puis j'aurais sans doute jamais de preuve que ça fonctionne ou pas. J'aime croire que oui. Mais en tout cas, je peux vous dire que pour moi, ça m'aidait à mieux me sentir, puis ça me faisait toujours sourire. Fait que le bénéfice sur moi, il était toujours là. Le point suivant, faire du ménage. Je sais que celui-là non plus va pas faire l'unanimité, puis je sais pas pour vous, mais moi, désencombrer puis faire du ménage dans mon environnement, ça me procure énormément d'énergie. Ça m'en procure au moment où je le fais, mais aussi après. Parce que l'état de ma maison, elle a vraiment un impact direct sur mon moral. Quand mon espace de vie est encombré, je perds beaucoup en énergie positive puis en clarté mentale. Pour vrai, là. Tu sais, par exemple, quand on a une pièce qui est encombrée, exemple, votre espace de travail, prenez le temps d'organiser votre espace de travail puis votre espace de vie. Ou tu sais, quand, mettons, on a le fameux tiroir à cossins, là, des fois, on a 2-3 tiroirs qui est rempli de au cas où, bien, out tout ça, parce que c'est du fouillis. Puis à chaque fois qu'on rouvre le tiroir ou l'armoire en question, ça crée un fouillis dans notre tête. Puis là, je suis pas en train de dire de faire de votre maison une maison feng shui, là, c'est pas ça du tout que j'essaye de vous dire. Mais je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire qu'une maison qui est en ordre, ça favorise vraiment beaucoup l'équilibre énergétique. Puis si c'est possible, essayez de vous créer un endroit juste pour vous dans la maison. Bon, messieurs, ça peut être le garage si vous voulez, mais sans blague, c'est tellement important parce que, surtout quand on vit plusieurs dans une maison, d'avoir un endroit qui est réservé, qui est exclusif à nous, c'est tellement important. Je sais là, que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, mais ça peut être juste un petit coin aménagé dans une pièce commune. Essayez-le, vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Le point numéro 8. Renouer avec une activité que vous avez cessé de faire. Là, quand je parle d'une activité que vous avez cessé de faire, c'est une activité, pas évidemment que vous n'aimez pas, que vous avez cessé de faire pour cette raison-là, mais une activité qui vous donnait le flow. Le moment où vous perdez la notion du temps. L'activité qui va faire en sorte que vous pensez à rien d'autre. Moi, dans mon cas, jadis, c'était la peinture. Puis, pas peindre des murs, là, peindre sur des toiles. Ça me donnait vraiment un break dans ma tête. Puis, je sais pas pourquoi, mais j'avais peint pendant plusieurs années, mais à un moment donné, avec la vie, la routine, les enfants, je me suis carrément étourdie à faire tout le reste, mais j'avais mis la peinture de côté. Quand j'ai décidé de m'y remettre, puis ça, c'était également suite aux recommandations de ma psychologue à l'époque, bien, je dois vous avouer qu'au départ, ça ne me tentait pas pantoute. Mais quand je suis entrée chez Omer de Serre, c'est revenu presque instantanément. De jouer dans les rangées à trouver des nouvelles couleurs de peinture, de toucher les pinceaux.
Moi, c'était ça, la peinture. Il y en a que c'est de jouer un instrument de musique, il y en a que c'est d'écrire. Essayez de renouer avec quelque chose jadis qui vous a fait prendre le flot, mais que vous avez cessé de faire pour une raison qui est totalement pas valable. Le 9e point, la télévision et les publicités. Ça, on pourrait en parler longtemps. Pour faire ce cours, je peux vous dire que je regarde pratiquement plus la télévision, encore moins les nouvelles. Parce que quelle merveilleuse façon de demeurer serein, hein? Vous comprendrez que je suis sarcastique, là. Sérieusement, quand je veux m'informer maintenant sur un sujet donné, je vais aller lire sur le sujet en question. Parce que je me suis rendu compte que d'ouvrir la télé et de mettre ça au poste de nouvelles, ça me démoralisait au plus haut point. Parce que tout ce qui rentrait dans ma tête, c'était négatif. Ben, en fait, 95%. Il y avait quelques points qui pouvaient être positifs, là, mais généralement, la majorité de ce qui entrait dans mes oreilles, c'était négatif. Même chose pour les publicités. S'exposer au négatif, ça peut aussi engendrer du négatif dans notre propre vie. Donc, je vous invite à porter attention aux mots qui rentrent dans votre tête, puis aussi aux mots et aux pensées que vous utilisez. Qu'est-ce qui traverse votre esprit? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre tête? Puis qu'est-ce que vous laissez sortir de votre bouche? Parce que ça a une influence énorme sur nos actions et sur nos habitudes de vie. Et ça se passe de façon très, très insidieuse. On ne s'en rend pas trop compte. Puis à un moment donné, on réalise, tout à coup, on est plus plaignard, on chiale plus sur la météo est pas bonne, il s'est passé telle affaire dans tel pays. Puis je dis pas qu'il faut plus s'informer puis se tenir au courant de ce qui se passe à la planète. Mais je pense que d'avoir un contrôle sur ce qu'on laisse entrer dans notre esprit, ça change vraiment la donne. Le point suivant, qui est encore un sujet qui peut être assez chaud, c'est notre entourage. Passer du temps avec des personnes inspirantes, des personnes motivantes. Puis ça n'a pas besoin d'être des personnes nécessairement qu'on connaît. Ça peut être des personnes qu'on ne connaît pas, comme exemple, aller voir des conférences inspirantes. Ça peut être aller voir un humoriste. Puis pour ma part, j'avais énormément négligé ma vie sociale dans les dernières années. J'avais pas de conflit comme tel avec qui que ce soit, mais mes sorties, exemple des sorties de filles, j'en avais zéro. J'en avais plus du tout, en fait. Puis je me suis fait la promesse que ça allait changer. Parce que sortir du quotidien, ça me faisait beaucoup de bien. La chose, par contre, que j'ai fait, c'est que j'ai choisi avec qui je sortais. J'ai choisi avec qui je voulais passer du temps, qui je voulais laisser entrer chez moi aussi. En fait, ce que je faisais, c'est que je fuyais les vampires d'énergie. Les vampires d'énergie, c'est les personnes qui sont plaignantes, qui sont chialeuses, dépressives, démoralisantes, négatives. Puis c'est triste, là, mais j'ai dû mettre des personnes que je connaissais de côté pour préserver mon bien-être. On dit qu'on ressemble aux 5 personnes qu'on voit le plus souvent, avec lesquelles on passe le plus de temps. Puis c'est tellement vrai, ça, je trouve. On ne choisit pas toujours nos collègues de travail, mais on a quand même une très bonne marge de manœuvre en ce qui concerne notre entourage dans notre vie personnelle. Donc, je sais que parfois, ça peut être difficile, mais des fois, de faire ces choix-là, c'est tout à notre avantage pour notre bien-être. C'est pas une règle universelle non plus, cette affirmation-là, mais regardez, les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps, qu'est-ce qu'elles dégagent, ces personnes-là? Quelles paroles elles véhiculent qui rentrent dans votre esprit? Regardez, portez attention, parce que quand on s'expose à des personnes qui sont vampires, ça peut avoir une grande influence sur notre propre vie. Puis c'est logique, en fait, quand on y pense, parce que si on fréquente des gens qui sont positifs, on est plus probable à développer une attitude qui va être similaire. Puis la même chose va se produire dans le scénario opposé. Si on fréquente des personnes qui sont négatives, qui ont un comportement toxique, notre comportement peut se modeler au leur involontairement puis finir par devenir similaire. Donc, vous pourriez, exemple, devenir vous-même une personne toxique, une personne à tendance négative. Puis j'ai choisi aussi de partager beaucoup plus de temps avec des personnes qui avaient des intérêts et des objectifs qui étaient similaires aux miens ou qui avaient vécu, par exemple, un changement de carrière.
Parce que justement, le fait de rencontrer ces personnes-là, ben ça m'évitait de me faire décourager, de me faire dire telle ou telle chose, de vouloir essayer de me faire changer d'avis. Parce que souvent, quand on parle avec des personnes qui sont trop proches de nous, ben ces personnes-là, ils ont tendance à vouloir nous dissuader de le faire parce qu'elles veulent notre bien, dans le fond. C'est pas volontaire de nous faire changer d'avis, mais ce qu'elles veulent, c'est notre bien, puis ce qu'elles se trouvent à faire, ben c'est qu'elles nous partagent leur propre peur, puis c'est à ça qu'on s'expose. Quand on laisse rentrer ça dans notre esprit, ça finit par nous envahir. Puis ça me fait penser à quelque chose qu'une personne m'a dit récemment pendant une formation que j'ai suivie à Montréal, Sonia Zarbatani. Je ne sais pas si vous connaissez Sonia, c'est une femme fantastique. Allez voir son compte sur Facebook, sur Instagram. Elle est vraiment géniale, cette femme-là. Puis elle m'expliquait que quand on fait des choix qui sortent de l'ordinaire, comme moi, dans mon cas, c'était de quitter mon emploi stable après plus de 25 ans passés au même emploi, puis qu'on prend des décisions que les personnes qui nous entourent seraient pas prêtes, eux-mêmes à prendre, parce que ça détonne trop, mettons, de leur propre valeur. Bien souvent, ces personnes-là, que pourtant on aime profondément puis qui comptent beaucoup pour nous, elles nous comprennent pas, malheureusement. Puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai expressément fait le choix de ne pas consulter certaines personnes dans mon entourage parce que je voulais préserver mon mindset, mon focus sur mon objectif, parce que je voulais pas me laisser tomber dans le doute après leur en avoir parlé. Puis vous savez quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont tenté de me dissuader de quitter mon emploi. Plusieurs personnes qui me demandaient pourquoi je faisais ça. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là, ce qu'elles me demandent, c'est comment j'ai fait. Donc, si je peux me permettre un petit conseil, si un jour vous envisagez de faire un changement de carrière ou de prendre une grande décision, peu importe ce que c'est, peu importe le sujet, choisissez intelligemment les personnes de votre entourage avec qui vous en discutez. Point suivant, les sorties et les lieux fréquentés. Allez en nature. Pas besoin là, de vous lancer dans l'ascension du mont Everest, là. C'est pas ça l'idée. Mais passer du temps dehors, respirer de l'air pur plutôt que de rester en dedans, ça oxygène notre cerveau. Puis parfois, l'air est très, très vicié à l'intérieur des bureaux, surtout quand c'est des grands bureaux dans lesquels on travaille. Puis parfois, moi, c'était aussi simple que de prendre une pause, puis d'aller m'asseoir dehors. Je me couchais sur une chaise longue, puis je regardais les arbres dans ma cour vue du sol, je regardais les oiseaux, je regardais les écureuils. Je pouvais rester là super longtemps tellement que ça me faisait du bien. Il y en a qui vont choisir d'aller près de l'eau ou sur l'eau, si on est pêcheur ou si on pratique un sport nautique. Faire un road trip, c'est vraiment génial. Partir à l'aventure, un nowhere, comme on dit souvent. Ça permet de s'évader, ça permet de faire le vide. Aller voir un spectacle de musique. Tu sais, on a la chance d'avoir accès à plusieurs festivals durant l'été, surtout. Là, je parle du Québec, mais je suis certaine qu'il y en a dans plusieurs pays. L'ambiance est tellement festive, c'est vibrant. Tu sais, c'est rare que tu vois un festival là, puis qu'il y a du monde marabout, là. Ça sort du quotidien, ça nous expose à la diversité aussi, c'est énergisant. Allez voir une partie de sport que vous aimez. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de sport dans l'audience, mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour se recrinquer rapidement que de regarder la finale d'une partie de baseball ou d'une partie de hockey? Non, mais sérieusement, visiter des expositions d'artistes dans des galeries d'art, ça coûte généralement pas un sou. Puis en plus, ça nous permet de voir plein de belles créations inspirantes qui vont nous faire vivre des belles émotions, de voir de la beauté. Puis qui sait, peut-être ça va même éveiller un artiste en vous-même. J'ai mentionné aussi plus tôt les spas, les centres de bien-être. Quand on les apprécie, évidemment, c'est tellement efficace pour décrocher, pour recharger nos batteries. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté les bains chauds, les bains froids. Je sais, là, ça peut représenter un certain défi, mais quelle belle façon de libérer les tensions, de retrouver une belle énergie. Puis si votre budget est limité, pourquoi pas vous initier au bénévolat? C'est tellement lucratif sur le plan émotionnel. Ça apporte énormément de satisfaction. Ça permet vraiment aussi une belle connexion avec les autres. Le don de soi. Je trouve qu'il y a quelque chose de magique à offrir de son temps, surtout à des inconnus. Tu sais, on ne le réalise pas tout le temps. Mais le temps, là, c'est la denrée la plus précieuse qu'on a dans notre vie. Là, vous allez me dire la santé, oui, je suis d'accord, mais
le temps, une fois qu'il est donné, il ne revient pas. Il ne revient jamais. Donc, donner de son temps, c'est tellement significatif et c'est tellement nourrissant sur le point de vue émotionnel. Prendre du temps pour soi, que ce soit un soin de peau, un long bain relaxant, méditer, faire des yes day, tu sais, les journées où on dit oui presque à tout. Ça peut même vouloir dire aller consulter. À mon avis, c'est le plus bel investissement qu'on peut se faire pour soi dans une vie. En tout cas, pour moi, je vais parler pour moi, ça a été le cas dans la mienne. Point suivant, l'exercice physique. L'exercice physique, bouger son corps, dans le fond, sur une base qui est régulière, comme de la marche, du jogging, du yoga, faire des étirements ou de la danse ou n'importe quelle autre forme d'exercice que vous aimez. Ça peut aider à la création d'endorphines, les fameuses hormones du bonheur, puis à augmenter notre niveau d'énergie. L'important, c'est d'y aller selon ses capacités, selon ses propres besoins et selon aussi ce que notre état de santé nous permet de faire. Donc, consulter dans ce cas-là, avant de s'engager dans un programme, exemple d'entraînement, bien, ça peut être une bonne idée. Pour partager ce que j'ai vécu, moi, durant mon congé, eh bien, je me suis limitée à la marche parce que dans mon cas, c'était préférable, avec la condition que j'avais à ce moment-là, que je fasse une pause de l'exercice intense avec des poids puis du gros cardio, parce qu'autrement, ça aurait mis mon niveau d'énergie en péril. La prochaine suggestion que j'ai envie de vous faire, c'est en fait une habitude que j'aurais moi-même dû mettre en place avant de quitter mon emploi, mais que je n'ai malheureusement pas fait de façon régulière et ça va m'avoir coûté énormément d'énergie au fil du temps. Et là, j'aimerais mettre en garde particulièrement les personnes qui sont en télétravail parce que ça peut aussi s'appliquer à des personnes qui sont au bureau, mais quand on est à la maison, qu'on travaille de la maison, c'est vraiment très, très, très facile de tomber dans ce pattern-là, je vais dire. Prendre des pauses régulières dans votre journée de travail, même quand vous n'en ressentez pas le besoin. En fait, il ne faut pas attendre d'en ressentir le besoin. C'est vraiment essentiel de prendre des pauses parce que ça recharge notre énergie mentale. Puis là, quand je dis de faire une pause, si vous êtes en télétravail, c'est pas pour aller faire une brassée de lavage là, ou partir le souper. C'est vraiment de décrocher de votre ordinateur pour faire autre chose. Ça peut être faire des étirements, juste regarder ailleurs que sur votre écran, écouter de la musique, aller prendre un grand verre d'eau pour s'hydrater ou juste relaxer, rien faire. Ça aide grandement pour préserver notre énergie, puis ça améliore la concentration par la suite pour finir notre journée. Le prochain et le dernier point, en fait, c'est pas de l'ordre physique, mais plutôt de l'ordre mental. Dans le sens qu'il ne s'agit pas d'une activité, mais plutôt d'un changement que j'ai dû effectuer au niveau de ma tête, de mon mindset, pour cesser de perdre de l'énergie précieuse. Et ce dernier point, ça a été de modifier mon dialogue intérieur. De nature, moi, je suis une personne qu'on pourrait catégoriser de plutôt positive dans la vie. Je vois facilement le beau puis le bon au quotidien. Par contre, dans les dernières années que j'ai passées chez mon employeur, c'était de plus en plus difficile de rester dans cette catégorie de personnes-là, on va dire. Et je me suis surprise à me voir me transformer en une personne que j'aurais en fait vraiment pas aimé fréquenter. Tout me semblait lourd, insurmontable. Mon discours intérieur était rendu de plus en plus sombre, plus négatif, de plus en plus pessimiste concernant mon futur professionnel. Parce que, en fait, je voyais bien que je me trouvais dans ce que j'appelle un cul-de-sac professionnel. Et ça me faisait ressentir de plus en plus de frustration. Frustration que j'ai d'ailleurs pas toujours verbalisée adéquatement, malheureusement. Et cette frustration était rendue aussi visible de l'extérieur par mon entourage. J'avais aussi une insécurité qui était de plus en plus grandissante à l'intérieur de moi. Une peur de l'inconnu. Parce que je le savais donc, dans le fond, que ça ne pouvait pas durer comme ça jusqu'à ma retraite, puis que je devais faire quelque chose, que je devais passer à l'acte. Mais j'étais totalement morte de peur. Puis quand on est paralysé par la peur, ben non seulement c'est très anxiogène, mais c'est
ultra énergivore aussi. Puis il fallait absolument que je change ma perception, la façon dont je me regardais dans ma situation. Il fallait que je change mes lunettes. Parce qu'il n'y avait absolument aucun gain d'énergie à récolter en restant dans un état pareil. Changer mes lunettes, je vous dirais que ça a été le défi le plus difficile à relever dans tout le processus transformationnel que j'ai vécu. Mais c'est aussi le changement qui m'a fait gagner le plus d'énergie. Changer mes lunettes, ça signifiait que je devais mettre mon ego de côté, que je devais prendre la pleine responsabilité de ma situation, puis surtout que je devais prendre action pour changer les choses. Puis quand j'ai pris conscience que j'étais pleinement responsable de ma situation, ça m'a donné un pouvoir absolument incroyable. Ça m'a non seulement sorti de ma victimite, mais ça m'a aussi permis de réaliser pleinement que j'étais à une seule décision de tout changer. Et la suite de l'histoire, eh bien, vous la connaissez déjà. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la liste des astuces que j'ai mis en place pour augmenter mes gains d'énergie. J'espère sincèrement que vous avez trouvé de la valeur dans l'épisode d'aujourd'hui. Et comme à l'habitude, j'ai laissé une question à votre attention sous la description de l'épisode parce que je suis curieuse de savoir où vous vous situez côté énergie au travail. J'aimerais beaucoup vous entendre en ce qui concerne vos gains d'énergie à vous. Quelles sont vos astuces? Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la toute fin et je vous dis à très bientôt.